Bonjour à tous, à la une, 8 morts et 28 blessés, c'est le bilan des altercations mardi à Kanyaruchinya dans le Nord Kivu entre la MONUSCO et les déplacés de guerre. La CAJ a exigé une enquête indépendante et le gouvernement provincial lui a présenté ses condoléances aux familles des disparus. Et c'est une sorte de restitution qu'a fait le pape François lors de l'audience générale du mercredi à Vatican sur sa tournée pontificale en Afrique. Au sujet de la RDC, le souverain pontife a résumé son voyage en 2 mots, paix et justice. Vous suivrez un extrait de ses propos dans ce journal. Et le bilan des séismes en Turquie et en Syrie est sur le point de dépasser le 20 000 morts. Sur place, les secouristes sont restés engagés dans une course contre la montre pour sauver des survivants dans un froid important. Bienvenue dans ce journal, madame, monsieur. Il voulait juste savoir ce que contenaient les véhicules de la MONUSCO. Malheureusement pour eux, les tirs de sommation vont être fatals. 8 civils parmi les déplacés périront et 28 autres seront blessés. C'est le gouvernement provincial qui a donné ce dernier bilan. En date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya, en groupement Bouvira, au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Et d'autres corps sans vie ont été découverts à Beni à la suite d'une attaque attribuée aux rebelles ADF. Selon Isaac Kavalami, président de la société civile, les victimes ont été exécutées alors qu'ils se rendaient au champ. Les corps sont à présent à la morgue de Oicha et les kidnappés, parce qu'il y en avait aussi, ne sont pas encore retrouvés. Après incursion des ADF au niveau des Conquets, c'est un village situé dans le quartier Mabasele de la commune de Oicha, et à proximité avec le secteur de Benimbaou. Ces ADF ont rencontré les paisibles populations qui cherchaient et paient de la nourriture et de bois de chauffe, et au moins 11 civils qui ont perdu la vie. Et ça, c'est un bilan provisoire parce que le fouille continue. Ce que nous déplorons dans cette énième tuerie, c'est parce que le service de sécurité était déjà informé. Il y avait déjà des alertes que nous avions données à bouche à l'oreille auprès des services de sécurité. Il y avait des alertes qui provenaient des populations qui voyaient toujours des mouvements suspects au niveau de cette entité. Mais, hélas, rien n'a été fait jusqu'à ce que nous venons de perdre la population dans cette entité. Nous nous demandons quand est-ce que notre gouvernement, quand est-ce que nos services de sécurité prendront conscience que nous sommes attaqués par ces ennemis qui sont en train d'exterminer la paisible population? Qu'est-ce qu'il faut encore faire
au-delà des informations que nous fournissons jour pour jour à ces services de sécurité qui ne veulent pas attaquer, qui ne veulent pas chasser ces ennemis ou tuer, bombarder ces ennemis qui sont en train de tuer la paisible population. Et donc, nous manquons des mots que nous pouvons encore adresser au gouvernement parce que chaque jour, nous donnons des recommandations. Nous donnons des pistes de solutions au niveau de la société civile. On donne aux autorités militaires, aux autorités politico-administratives. Que le gouvernement s'amende, que le gouvernement prenne conscience et que les autorités sur place ne flattent pas tout en pensant qu'ils sont en train de faire des actions alors que les offensives, les combats, l'attaque n'est pas en train d'être faite. En Ituri, les services de sécurité ont présenté au gouverneur militaire Johnny Luboya un rebelle ADF de nationalité ougandaise capturé avec 7 armes, des machettes et autres effets militaires. Ce dernier a été arrêté lors des opérations militaires menées au mois de janvier à Loloa sur la route nationale numéro 4, axe Komanda-Mambasa. Le rebelle serait passé aux aveux. Christian Kalonji pour d'amples détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo intensifient les opérations contre les ADF-MTM depuis le mois de janvier sur les axes routiers Komanda-Luna et Mambasa-Loloa. Face à la puissance de feu de l'armée, un sujet étranger a été capturé, 7 armes AK-47 récupérées, 16 machettes et des produits pharmaceutiques récupérés. Également, ce capturé a été présenté à l'administration militaire. Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur cette action des forces loyalistes. Depuis le mois de janvier, nous avons lancé des opérations contre les ADF. L'objectif, c'est les détruire partout où ils peuvent se retrouver. Ces présumés ADF est passé aux aveux. Signalons que lors de ces opérations, 6 ADF ont été neutralisés. Et en sécurité toujours, les autorités politiques ont commencé à réagir aussi sur l'inactivité de la force régionale, alors que dans l'est du pays, les manifestations ne faiblissent pas. Au terme d'une réunion avec le ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, s'est montré favorable au départ des troupes de l'EAC, si et seulement si ces dernières, justement, ne passaient pas à l'offensive. Après des scènes de chaos que la ville de Goma a vécues ces derniers temps, des barricades, des grosses pierres jonchant les principales artères de la ville pour empêcher la circulation des véhicules, excepté quelques motos circulantes, Goma a été une ville morte. La population du chef-lieu du Nord Kivu a exprimé sa colère dans les rues contre la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, qui est restée très inactive face aux terroristes du M23 depuis qu'elle a été déployée dans cette région voilà plus de 3 mois. Devant cette réalité, les députés nationaux ne sont pas restés insensibles. Voilà pourquoi la commission défense de l'Assemblée nationale a convoqué une réunion sécuritaire pour évaluer la situation. Et au sortir de l'audience, Christophe Mbosso Nkodia donne la teneur de ces entrevues. Nous, au nom de la représentation nationale, notre peuple tient à ce que notre armée se ressaisisse, prenne un sursaut d'orgueil pour barrer la route au M23 supplétif de l'armée rwandaise. Pour les députés nationaux, si les militaires de l'EAC ne veulent pas combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, ils devront quitter les territoires congolais sans délai. Nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. C'est en septembre 2022 que l'EAC et la RDC ont signé un accord pour le déploiement de cette force régionale conjointe. Cet accord appuyait la mise en œuvre de la décision du 22e sommet des chefs d'État de l'EAC de déployer une force régionale conjointe pour combattre les forces négatives en République démocratique du Congo. Tous les pays ont démontré leur volonté politique de se mettre ensemble et de se rassurer qu'il y a la paix en RDC et dans la région. À ce jour, la paix reste encore et toujours une denrée rare pour les Congolais.
À l'heure où la RDC est victime des agressions étrangères, le personnel militaire féminin compte jouer aussi pleinement sa partition. Cela passe notamment par la promotion de l'équité au sein des forces armées. Pour ce faire, 750 militaires femmes sont depuis ce mercredi au camp CETA dans un atelier de renforcement de capacités sur leurs droits, y compris celui à la santé sexuelle et reproductive, et ce dans le cadre du projet Makoki Amwasi. Les sociétés qui ont donné à la femme une place de choix se sont développées avec des familles plus fortes, plus renforcées, grâce au projet Makoki Amwasi qui s'attelle à la promotion des droits de la femme pour un accès aux soins de santé sexuelle et reproductifs. 750 femmes militaires, en raison de 250 par jour, sont dans un atelier de renforcement des capacités sous le thème « L'équité des genres » et l'une des clés pour la montée en puissance de nos FRDC. Les pays ainsi que les armées qui ont renforcé la protection des droits de la femme en faisant de l'égalité de sexe leur leitmotiv, tout en s'assurant que les hommes, tout comme les femmes en uniforme, ont les mêmes opportunités de formation et de promotion de carrière au sein de l'armée. Ces assises permettront de doter au personnel militaire féminin, y compris les hommes, des informations capitales sur le genre, la santé sexuelle et reproductive, la masculinité positive, la lutte contre les violences basées sur le genre, les protocoles de Maputo et les droits à l'avortement sécurisé. Empêcher une femme d'accéder à un avortement sécurisé, c'est ouvrir la voie vers l'avortement clandestin et dangereux pour la santé et la vie de la femme. Alors qu'actuellement, la mortalité maternelle est parmi les plus élevées au monde. Cet atelier est organisé par le point focal genre des FRDC avec l'appui de l'ONG internationale AIPAS. Et dans la province de l'Équateur, les forces de sécurité ont arrêté un sujet congolais de Brazzaville en possession de 79 500 cartouches type 00. Les services compétents craignent de l'utilisation abusive de ces cartouches qui facilement tombent entre les mains des miliciens dans ce secteur. Au total, 159 cartons de munitions type 00 utilisés habituellement par les chasseurs. C'est au port Akula où le secteur opérationnel Nord-Équateur venait d'intercepter un sujet congolais d'en face alors que le général-major Kisebouela Mousseni, commandant du secteur, est en pleine sensibilisation contre ces commerces dont l'utilisation a changé de camp donc par des semeurs de troubles et des miliciens. En détail, 79 500 cartouches. L'homme est déféré devant la justice. Nous l'avons arrêté du côté Akula. Donc, il y a 60 cartons du côté Akula. Et il y en a d'autres 99 cartons que nous avons arrêtés en train de partir des zones. Alors, ce sont des cartouches qui nous causent de la désolation sur le plan sécuritaire. Ça ravitaille les criminels et ainsi que ça part jusqu'en Centrafrique via Zongo. Et alors, depuis que le nouveau commandant secteur est venu, il a donné l'ordre pour que ces histoires soient arrêtées. Décrété pour arrêter la prolifération de la fabrication d'armes locales, le banditisme urbain et sauvage, même les miliciens ont vu leur pourvoyeur arrêté. Force revient à la loi. Et je le disais dans le sommaire, le pape François s'est montré très reconnaissant vis-à-vis des autorités congolaises après la réussite de sa visite à Kinshasa. Le souverain pontife a reconnu que c'était un rêve de passer au Congo-Kinshasa. Il a dit lors de l'audience générale de mercredi 8 février, dont voici un extrait nous proposé justement par Christian Kalonji. La semaine dernière, j'ai visité 2 pays africains, la République démocratique de Congo et le Soudan du Sud. Je remercie Dieu qui m'a permis de faire ce voyage tant désiré. 2 rêves, rendre visite aux Congolais gardiens d'un pays immense, poumon vert de l'Afrique, avec l'Amazonie, ce sont les 2 poumons du monde.
terre riche de ressources et ensanglantée par une guerre qui ne se termine jamais, car il y a toujours ceux qui alimentent le feu. Et pour rendre visite au peuple du Sud-Soudan dans un pèlerinage de paix ensemble, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur général de l'Église d'Écosse, Lane Gristlead, nous sommes allés ensemble pour témoigner qu'il est possible et juste de collaborer dans la diversité, surtout si l'on partage la foi dans le Christ. C'est déjà l'actualité en dehors de nos frontières. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, s'exprime ce jeudi dans un rendez-vous annuel sur l'état de la nation, un discours très attendu par la population en colère contre les pénuries du courant. Des manifestations sont organisées ça et là face à cette crise d'électricité qui touche près de 60 millions d'habitants et menace plusieurs secteurs de la vie sociale. Rufus Lukanga. Le pays traverse depuis plusieurs mois une crise d'électricité où près de 60 millions Sud-Africains privés de ces droits énergétiques attendent impatiemment le discours annuel du président Cyril Ramaphosa prévu ce jeudi 9 février 2023. Entre-temps, la gronde sociale ne cesse de monter dans les chefs des habitants qui manifestent leur ras-le-bol face à cette situation qui mine le pays avec cette coupure de courant de près de 12 heures par jour, mettant ainsi en mal les activités socio-économiques, causant aux entreprises un manque à gagner énorme évalué à des centaines de millions de dollars par jour, indiquent les rapports de l'opposition politique du pays. Eskom, l'opérateur public, peine à satisfaire la demande en électricité du pays avec ses centrales à charbon vieillissantes. Les manifestants revendiquent également les taux élevés des chômages, estimés à plus de 32%, une inflation galopante et une croissance annuelle de 0,3%, signe d'une économie qui bat de l'aile. Ce jeudi, le président Ramaphosa devra donc trouver des mots pour convaincre les combattants pour la liberté économique ayant promis de perturber son adresse qu'il qualifie de délinquants depuis le vol d'une importante somme d'argent dans l'une de ses fermes. Le président s'exprimera dans la soirée depuis l'hôtel de ville, loin des cérémonies habituelles car les bâtiments historiques du Cap ayant été en partie ravagés par un incendie criminel l'an dernier. Et dans la suite, jour après jour, heure après heure, le bilan ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Le tout dernier, celui de ce jeudi matin, fait état de plus de 15 000 personnes décédées après les 2 tremblements de terre et les répliques qui ont secoué la région en début de semaine. Moïse Chamala pour le commentaire. 3 jours après les drames, les autorités et les ONG tentent toujours de répondre à l'urgence sur les différents sites où plus de 4 équipes de 10 secouristes sont toujours à l'œuvre. Plusieurs immeubles se sont effondrés, qu'on n'arrive même plus à compter les nombres. Les recherches ont commencé dès lundi, malgré la pluie qui tombait ce jour-là. Les secouristes ont fouillé sans relâche. Et désormais, en Turquie, les engins s'arrêtent lorsque la nuit tombe, mais les opérations se poursuivent. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues et l'on compte maintenant plus de 15 000 morts selon les bilans officiels. Suite à cette catastrophe, les Européens ont commencé à activer les différents mécanismes d'aide pour les régions touchées par les séismes en Turquie. Mais du côté syrien, des voix s'élèvent pour ne pas être laissés pour compte de l'aide internationale. L'Union européenne promet que les Syriens ne seront pas oubliés. Et les sports à présent, les dirigeants des clubs de football évoluant en Ligue 1 et Ligue 2 posent 7 préalables avant de reprendre le championnat national et ont constaté l'arrêt du championnat national faute des moyens financiers et déficit des infrastructures sportives. L'ADEFCO propose la mise à disposition des fonds nécessaires au profit des clubs pour leur participation effective et complète au championnat afin de pérenniser la volonté du chef de l'État. C'était hier à l'issue d'une réunion tenue à Kinshasa. La transparence et traçabilité dans la gestion financière des ressources perçues par la LINAFOOT pour l'organisation du championnat. La répartition équitable des fonds issus du sponsoring et droits télé. L'ouverture par le ministère des Sports d'une ligne de crédit pour les championnats d'élite de football à inscrire au budget de l'État. La régularisation au regard d'un texte
et la légitimation des animateurs de différentes structures du football dans un bref délai. La mise en place d'un cadre permanent de concertation, c'est-à-dire FECOFA, l'INAFOOT, ADEFCO, pour l'élaboration d'une politique spécifique pour les championnats de lutte. L'engagement ferme du ministère des Sports dans la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux stades. Toutefois, les dirigeants des clubs restent ouverts à toute initiative allant dans le sens de trouver des solutions définitives et efficaces pour les saisons sportives régulières, ininterrompues, et ainsi mettre fin à ces cycles d'arrêt répétitifs qui ternissent l'image et affaiblissent le développement de notre football. C'est le rappel des titres à présent. 8 morts et 28 blessés, c'est le bilan des altercations mardi à Kanyaru-Chinya, dans le Nord Kivu, entre la MONUSCO et les déplacés de guerre. La CAJ a exigé une enquête indépendante et le gouvernement provincial, lui, a présenté ses condoléances aux familles des disparus. Et c'était une sorte de restitution qu'a fait le pape François lors de l'audience générale du mercredi à Vatican sur sa tournée pontificale en Afrique. Au sujet de la RDC, le souverain pontife a résumé son voyage en 2 mots, paix et justice. Et en dehors de nos frontières, encore une fois, le bilan des séismes en Turquie et en Syrie est sur le point de dépasser le 20 000 morts. Sur place, les secouristes sont restés engagés dans une course contre la montre pour sauver des survivants dans un froid important. Après le rappel des titres, place à la revue de presse à présent. Eh bien, nous allons lire les journaux avec Bédrine Kenge qui entre déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous, Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Merci. À la une des journaux et cite les questions sécuritaires ainsi que leurs retombées. Effectivement, Gaëtan, le début de la semaine a été très mouvementé avec les manifestations contre le troupe de l'EAC à Goma, jugé des complicités avec les rebelles du M23 suite à leur attitude qui est similaire à celle de la MONUSCO présente dans la partie orientale du pays il y a plusieurs années. La population de Goma est vraiment remontée contre ces deux forces. Et le mardi, encore au nord du Goma, toujours le jeune avait empêché un convoi de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo de circuler et une altercation a eu lieu. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a dressé le bilan de 8 morts, nous renseigne actualité.cd. Et la majorité des Congolais préoccupés par la présence de l'EAC, des troupes de l'EAC, estiment que c'était une erreur d'adhérer à la communauté de l'Afrique de l'Est compte tenu des résultats. Et Christophe Mbosso, très direct de son côté, après avoir évalué le rôle de cette force régionale avec le ministre de la Défense nationale, a déclaré que le commandant suprême prendra des décisions qui s'imposent face à cette inefficacité à la suite des recommandations formulées lors de cet échange. Relais, opinion, info.cd et d'un site à un autre, dépêche.cd détaille dans ses colonnes intérieures que le président de l'Assemblée nationale a malgré tout apprécié la démarche de la RDC en adhérant à cette communauté vu sa configuration, relevant aussi que notre sécurité en dépendait. Christophe Mbosso, je cite, s'agissant de la force régionale, nous, au nom de la représentation nationale, nous demandons au commandant suprême des forces armées si dans un délai raisonnable, la force régionale n'arrive pas à nous soutenir contre l'agresseur, nous demanderons au chef de l'État de prendre donc la décision qui s'impose. Fin des citations. Et les sujets liés à la sécurité de la partie orientale a poussé également José Nawej dans son éditorial publié par le quotidien Forum des As à interpeller les chefs de l'État qui avaient promis lors de sa campagne électorale, vous vous souvenez, en 2018, Gaëtan, d'établir son état-major à l'est du pays. Finalité, rétablir la paix dans cette partie. Mais au crépuscule de son mandat, force est de constater que la paix ressemble toujours à l'arlésienne. D'après José Nawej, les cycles infernaux des tueries sont accentués avec la résurgence de M23 réactivé par le voisin Rwanda. L'éditorialiste ne voit cependant pas comment la promesse faite par le chef de l'État de pacifier cette partie du territoire sera tenue en moins de 10 mois, d'où son titre. Fachi propose, l'Est dispose.
Autre chose au Mali, 3 groupes armés de la coalition des mouvements de l'Azawad décident de se renforcer. Et tout à fait, Gaëtan. Concrètement, en se fusionnant, la nouvelle direction des ex-rebelles du nord du Mali devrait avoir plus de poids face au gouvernement malien. Et sur le terrain, les actions militaires devraient être mieux coordonnées. Les membres de la nouvelle alliance ont suspendu il y a quelques mois leur participation aux instances de la décision de l'accord de paix signé à Alger, accusant l'État malien de faire dos à l'accord, en croire RFI.fr. Et c'est une décision hautement symbolique pour ces 3 entités réunies au sein de la coordination du mouvement des l'Azawad, alors que le dialogue avec le gouvernement d'Assimi Goïta semble rompu, rapporte JeuneAfrique.com. Et certaines personnes voient en cette fusion la complicité de la France pour utiliser ces 3 mouvements contre le pouvoir d'Assimi Goïta, surtout que les relations entre les 2 nations sont tendues. Et on va terminer avec ce sujet. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Un baiser entre Jill Biden, l'épouse de Joe Biden, et le mari de la vice-présidente Kamala Harris enflamme la toile. Effectivement, Gaëtan, les internautes s'interrogent si c'était la bouche juste à côté. D'après 7sur7.be, cela s'est passé tout juste avant les discours de Joe Biden sur l'état de l'Union mardi et a laissé de nombreux spectateurs interloqués. La première dame, Jill Biden, a salué le mari de la vice-présidente avec un baiser appuyé au coin de lèvres, enflammant justement les réseaux sociaux. Kellyanne Conway, ancienne conseillère de Donald Trump, ancien président des États-Unis, a elle profiter de l'occasion justement pour tacler le camp adverse sur la pandémie. Ouais, le Covid c'est vraiment fini, a-t-elle tweeté en partageant une photo de la bise que nous voyons, Gaëtan. Ouais. À mon avis, je crois que c'était par inadvertance que cette bise s'est produite. Hein. Les 2 couplets juste là n'ont rien dit. Je pense qu'ils ont bien géré. Vous avez dit vous-même qu'il s'agit d'une bise appuyée, donc ça pourrait pas en tout cas être par inadvertance. Non, peut-être ça devrait venir ici, mais c'est allé par hasard. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo. Merci Bétine Kémy pour tous ces sujets et bon après-midi à vous. Merci à toi aussi Gaëtan. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, monsieur. L'actualité reste incontinue.